Bonjour tout le monde, très heureux que vous soyez avec nous ce midi. Ce midi, nous recevons le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. C'est une tradition, on se rencontre toujours, on a toujours d'ailleurs, si vous regardez des photos, on a toujours notre petit ruban à l'occasion de la Semaine de la persévérance scolaire et c'est un engagement qu'on prend avec beaucoup d'enthousiasme à la Chambre. Ça fait depuis très longtemps que la Chambre se préoccupe de la relève. On a d'ailleurs eu des programmes à travers le temps. On en a toujours un qui s'appelle Classe à faire, qui vise à aider les jeunes à bien saisir je dirais, les possibilités de carrière et à faire des choix durant le secondaire. Monsieur Robert, je me disais comment j'allais vous présenter, puis surtout comment j'allais faire le lien avec ce que j'entends dans le milieu des affaires. Et je vais le dire, régulièrement, je rencontre, mettons, le ministre du Développement économique, M. Fitzgibbon, et je lui dis que c'est un des ministres les plus importants du gouvernement. Évidemment, le ministre Boulay, ministre du Travail, ministre aussi responsable de l'immigration. On rencontre le ministre de l'Environnement, à qui on dit transition énergétique, transition environnementale, très important. Mais je vous dirais, depuis quelques mois, le milieu des affaires me dit notre plus grand enjeu présentement, c'est la santé mentale de nos jeunes et la persévérance scolaire de nos jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles, niveau secondaire, parce qu'ils peuvent décrocher parfois, mais même niveau primaire, parce que sans décrocher, il y a des impacts sur leur assiduité, leur volonté d'apprendre, leur volonté de faire les efforts. Et donc, je me disais, en ce moment-ci, du point de vue du ministre des Affaires, beaucoup diraient que vous êtes le ministre le plus important de ce gouvernement, celui dont les décisions sont les plus importantes pour notre prospérité dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand les jeunes qui auront traversé la pandémie vont avoir complété leur formation puis vont être sur le marché du travail. Dans cette discussion qu'on va avoir, d'abord, je vous remercie de vous prêter au jeu de répondre à des questions par la suite. Je vous dirais que les jeunes, et moi, j'en ai un qui a 11 ans, j'en ai un de 28 ans, mais j'en ai un qui a 11 ans, qui me parle de comment ça se passe dans son école et qui me parle de ceux qui, présentement, ont envie de faire autre chose que d'aller à l'école. Ils ont été parfois en téléétudes pendant longtemps et il y a 11 ans, puis je me souviens pas qu'à 11 ans, on pense décrocher de l'école, mais lui, à 11 ans, me dit qu'il connaît des gens qui ont envie d'arrêter d'aller à l'école à 11 ans. Donc, c'est tellement important aujourd'hui, je pense, qu'on fasse le point. L'état des lieux, l'état de ce qu'on peut faire, et peut-être, je vous invite à l'évoquer, l'état de ce que la communauté d'affaires et la communauté plus large devraient faire à cette période-ci de la pandémie, mais à cette période-ci peut-être aussi de notre relance. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour à vous, M. Blanc, et bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une 4e fois. C'est vraiment un privilège d'être avec vous 4 années de suite dans ce rendez-vous annuel. On en a fait 2 en présence, une dans mon bureau, une maintenant en studio ici. D'abord, la première chose que je veux faire, c'est vous remercier, les gens de la communauté d'affaires, les gens de la Chambre de commerce, parce que le fait que vous teniez ce rendez-vous-là, année après année, ça témoigne d'un grand engagement. Vraiment, je vous dirais, d'une préoccupation pour la réussite scolaire. Là, oui, on est en temps de pandémie, on est en temps de pénurie, donc c'est normal qu'il y ait cet intérêt, mais vous aviez cet intérêt-là bien avant la pénurie de main-d'œuvre, et je veux vous en remercier, je veux vous féliciter. On fait cette rencontre-là aujourd'hui dans un contexte qui est très particulier. Après 2 ans de pandémie, on est à un point de bascule, je pense. On en discutait avant que la caméra commence à tourner il y a quelques minutes. On entrevoit enfin la fin de la crise. On entrevoit enfin la fin des mesures très, très nombreuses qui nous restreignent, qui nous contraignent. Mais attention, pour nos élèves, ça ne pourra pas être la fin tout de suite. Même si on tournait la page demain matin, il faut être bien conscient du fait qu'il y a des retards d'apprentissage qui ont été... on a des retards d'apprentissage. On a des écarts qui se sont creusés entre des élèves qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, qui ont des difficultés. On a des problèmes d'angoisse, d'anxiété qui se sont développés chez nos jeunes. On appelle ça la santé mentale. Et donc, il va falloir travailler encore un certain temps, même quand la pandémie sera vraiment derrière nous, ce n'est pas encore le cas, pour réparer tout ça. On peut quand même se féliciter comme société, comme nation, parce qu'on est un des endroits dans le monde où on a gardé le plus nos écoles ouvertes. En faisant ça,
on n'a pas prémuni nos jeunes contre toutes les difficultés, mais j'en suis convaincu, on a ensemble limité les dégâts. Et ça, c'est très important. On mesurera probablement toute l'importance d'avoir gardé nos écoles ouvertes dans quelques années en se comparant avec nos voisins puis avec d'autres sociétés qui ont fait le choix, bien plus que nous, de fermer les écoles. Si certains en doutaient avant la pandémie, je pense que maintenant tout le monde le sait, nos jeunes doivent fréquenter le réseau scolaire, nos jeunes doivent être en classe, en présence. Beaucoup d'enseignants, de parents l'ont dit après avoir eu leurs enfants avec eux en télétravail. C'est tout un exploit. Chapeau, merci les parents, mais aussi évidemment la santé publique, l'association des pédiatres, on le sait maintenant. C'est évident pour les apprentissages, pour les interactions, pour les habiletés sociales, pour la santé mentale, même je vous dirais pour l'alimentation. Parce qu'à l'école, avec le Club du petit déjeuner et bien d'autres partenaires, on donne à des jeunes une alimentation saine, puis on aide à nos jeunes. On aide nos jeunes à apprendre de cette manière-là aussi. Garder nos écoles ouvertes, nécessaire. Garder nos élèves en présence, nécessaire. Mais encore fallait-il s'assurer que les milieux scolaires soient sains, soient sécuritaires en temps de pandémie, puis rassurer les gens, tout un défi. Je vous dirais que depuis le début du mois de janvier, on a mis encore davantage de mesures pour protéger, alors qu'on était dans cette 5e vague d'Omicron avec davantage de masques, avec distribution de tests rapides, je le mentionne. En janvier, février, on aura distribué plus d'11,5 millions de tests dans les sacs d'école des élèves du primaire et du secondaire et de nos centres de formation générale des adultes et formation professionnelle. Presque 12 millions en 2 mois de tests distribués aux familles et bien sûr les campagnes de vaccination en milieu scolaire. Et aujourd'hui, on l'annonce, aujourd'hui, nos jeunes de 12 à 17 ans qui vont pouvoir recevoir bientôt leur 3e dose. Ce sont des mesures qui ont été efficaces, pas parfaites. On ne pouvait pas mettre nos écoles sous des dômes de protection absolue, mais ce sont des mesures qui ont été efficaces, qui nous ont permis de garder nos écoles ouvertes. Et c'est le docteur Boileau, le directeur de la santé publique, qui le disait. Oui, il y a eu des cas dans les écoles, c'est inévitable. On ne peut pas courir sous la pluie en évitant les gouttes d'eau. Mais les cas positifs qui ont été dans les écoles ont été le reflet de ce qu'il y a eu dans la communauté. Dr Boileau a été formel. Les écoles n'ont pas été un moteur de transmission. Ils ont été le reflet de la contamination. Ceci dit, je ne veux surtout pas minimiser ce qui s'est passé et ce qui se passe dans les écoles. Au moment où on se parle et depuis le retour du mois de janvier, c'est sûr que la gestion des absences, autant les absences du personnel que les absences des élèves, ça a été tout un casse-tête. Donc, chapeau aux gens, aux dirigeants, aux gestionnaires de ressources humaines, aux cadres, chapeau aux enseignants, enseignantes et au personnel qui réussissent à garder le contact avec les jeunes, avec des élèves qui parfois sont absents, parfois sont présents. Quand même, il faut donner un peu de chiffres. On parle beaucoup à des gens de la communauté d'affaires. Donc, au moment où on se parle, il y a environ 33 % moins d'absence qu'il y a 2 semaines. Donc, on est vraiment sur une courbe intéressante. Environ 6 % d'élèves sont absents cette semaine dans nos écoles, ce qui est à la fois considérable et relativement encourageant, considérant qu'il y en a de moins en moins. Donc, je pense que ça, c'est clair. Notre décision de rouvrir et de garder nos écoles ouvertes a été la bonne. Et ça a été difficile, mais ça a été une bonne décision. Je vais vous dire quelque chose. On parle des dangers de la pandémie, des obstacles qu'on a relevés, des problèmes que ça a occasionné, c'est évident. Mais regardons les choses autrement et voyons le fait que devant ce défi, le réseau scolaire a retroussé ses manches. Le réseau scolaire s'est un peu même réinventé, disons-le, notamment pour l'enseignement à distance. Attention, pour moi, l'enseignement à distance, ce sera toujours un bon plan B et pas un plan A, mais quand même, on a investi comme gouvernement 150 millions de dollars pour acheter, pour quadrupler le nombre d'ordinateurs qui sont disponibles dans nos écoles. 150 millions de dollars qui nous ont permis aussi de distribuer des clés LTE pour donner Internet à des familles qui ne l'avaient pas quand on devait malheureusement basculer en enseignement à distance. Partenariat avec la TELUC pour outiller nos enseignants sur l'enseignement à distance. Donc, on a fait des bonds de géants dans ce domaine-là. Et on a multiplié les partenariats aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Je ne dirais pas grâce à la pandémie, mais je veux dire à cause de la pandémie, on s'est ouvert et puis on a fait plus de partenariats avec Savoir Média, Télé-Québec,
Tel Jeune, Allo Prof et bien sûr le Réseau québécois de la réussite éducative, ceux et celles qui travaillent à organiser nos journées de la persévérance scolaire. On a aussi amélioré notre manière de travailler en équipe. Le ministère travaille plus et mieux avec ses partenaires, que sont les dirigeants du réseau scolaire, nos directions générales, mais aussi les associations de direction d'école, les syndicats, les associations de profs, les comités de parents. Tout ce monde-là travaille mieux en équipe. Je vous parle beaucoup de la pandémie depuis tout à l'heure. Bien sûr, c'est comme une tempête bien plus grave que celle qu'on a eue ce matin, qui a compliqué les transports. Peut-être êtes-vous à la maison en ce moment. Mais il ne faut pas oublier que malgré cette tempête-là qui nous a frappés, depuis 3 ans, on a fait beaucoup de choses. On a fait plus et mieux en posant des gestes qui vont avoir des impacts à long terme. Je vous le disais lors de ma première conférence, la première fois que je vous ai vu, il y a 4 ans, je vous parlais d'une allégorie que mon père, aujourd'hui décédé, faisait. Il disait que ça prend beaucoup de détermination, de courage, de confiance, d'abnégation pour planter un pépin de pomme en sachant que ce n'est pas nous qui allons récolter les pommes. On l'a fait comme gouvernement depuis 3 ans. Je peux vous donner quelques exemples. On a investi en 3 ans 8,3 milliards de dollars dans nos écoles. 8,3 milliards de dollars pour agrandir, mais surtout construire et encore plus rénover nos écoles. Ce n'est pas terminé. On a encore beaucoup d'écoles à retaper. Mais on a enfin lancé ce chantier nécessaire. Et nos écoles, on les construit plus vite qu'avant. On les construit bien mieux qu'avant. On les construit avec des normes complètement différentes. Puis on va continuer de rénover nos écoles. Deuxième chose, deuxième pépin de pomme, si je peux vous dire, on a investi vraiment sur du long terme en investissant dans le préscolaire. Détection des difficultés, stimulation précoce avec la maternelle 4 ans, mais je vous dirais même le cycle du préscolaire, maternelle 4 ans et 5 ans. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, il y a environ 16 000 élèves qui fréquentent la maternelle 4 ans, mais ça, c'est des élèves qui seront mieux outillés pour leur parcours scolaire. Et peut-être que dans 12 ans, 13 ans, 14 ans, on verra des taux de réussite supérieurs à cause de ces investissements-là. On a investi dans le plaisir d'être à l'école. Ça, c'est important. Dans le sentiment d'appartenance. À la fois en garantissant à nos jeunes du préscolaire primaire d'avoir 2 récrés par jour, parce que, aussi fou que ça puisse paraître, en 2018, il y avait beaucoup d'écoles primaires où il n'y avait même pas de récréation l'après-midi. Maintenant, on en a. Et on a investi plus de 120 millions de dollars par année dans du programme parascolaire dans nos écoles secondaires publiques pour avoir du sport, des arts. Les jeunes enfilent le chandail de leur équipe sportive, de leur école, et développent un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté. Pensons à nos élèves en difficulté. Bien, on y a pensé. On a augmenté en 3 ans de plus de 20 le nombre de classes spéciales, des classes d'adaptation pour donner des services spécifiques à des élèves qui en ont besoin. Donc ça, c'est pour moi des changements qui ne sont pas en lien avec la pandémie et qui donneront des résultats à moyen, long et même très long terme. D'autres que nous cueilleront les pommes de ces petits arbrisseaux qui sont en train de pousser en ce moment. Je vous parle d'initiatives porteuses. Je vous donne certaines statistiques qui sont relativement encourageantes, mais c'est surtout pas pour vous dire que tout va bien, que tout a été fait, puis que maintenant, il n'y a plus de problème. Absolument pas. On a parcouru du chemin, mais il reste encore beaucoup à faire pour l'entretien de nos écoles, pour les constructions des écoles, pour la lutte au décrochage. Encore beaucoup à faire pour valoriser l'éducation, pour mieux reconnaître le travail de celles et ceux qui font le choix de l'éducation, pour lutter contre la pénurie. Beaucoup de travail à faire encore. Mais je vais vous parler de quelque chose de particulier. Je vais vous parler de formation professionnelle. Et là, la communauté d'affaires, je vous dirais, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous pour améliorer la valorisation de la formation professionnelle, pour stimuler les inscriptions en formation professionnelle et même pour améliorer nos parcours de formation professionnelle. Ça n'appartient pas qu'au ministère, qu'au gouvernement. On a besoin de vous autres. D'ailleurs, le premier ministre en a parlé, en a fait le point majeur en éducation de son discours d'ouverture l'automne dernier, quand il a dit qu'il fallait propulser la formation professionnelle à un autre niveau. Je pense qu'il avait bien raison. Et encore plus, je vous dirais, dans la région de Montréal. Parce qu'au moment où je vous parle, le nombre d'élèves en formation professionnelle à Montréal
il est teinté du fait que les élèves sont de plus en plus vieux à aller en formation professionnelle. C'est pas parce qu'il est mal de retourner se former plus tard, mais ça témoigne aussi d'un fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment valorisé la formation professionnelle. On n'a pas suffisamment bien orienté nos jeunes qui auraient pu s'inscrire à 16, 17, 18, 19 ans, mais qui reviennent après, des fois, un parcours plus ou moins heureux sur le marché du travail. Si on veut améliorer notre diplomation, notre taux de qualification, on a besoin de plus et mieux de formation professionnelle. On a des devoirs à faire au gouvernement. On a commencé à les faire dans une initiative interministérielle importante avec Jean Boulet et Daniel Mécan. On a créé des programmes courts. On a investi dans la formation professionnelle pour être plus rapide dans notre manière de créer des nouveaux programmes. Puis on va encore en faire beaucoup, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous, la communauté d'affaires. Parce que pour créer des nouveaux programmes d'alternance, travail-études, bien sûr, on a besoin de partenaires. On a besoin de gens qui acceptent cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon d'étudier aussi. Et je veux saluer un bon coup aujourd'hui. Un bon coup de la Fédération des chambres de commerce du Québec, avec qui on a travaillé dans ce qu'on a appelé une table ronde, vraiment, avec plusieurs groupes. Parce que hier, on a annoncé une initiative très intéressante, la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs à l'écoute aujourd'hui. Je vous invite à prendre connaissance, en allant sur le site de la Fédération des chambres de commerce, prendre connaissance de cette Charte des employeurs pour la persévérance scolaire. Je vous invite à la faire vôtre, à la signer et à la faire vivre. En signant cette charte-là, vous vous engagez à être un milieu favorable à la persévérance scolaire. Vous vous engagez à faire un horaire de travail qui favorise l'alternance, travail, études. Vous vous engagez à ne pas embaucher tout de suite à temps plein quelqu'un avant qu'il ne diplôme. Et beaucoup d'autres mesures, évidemment. Mais je pense que vous devenez un employeur de choix. Et ça aussi, bien, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les élèves, mais c'est bon aussi pour vous dans un contexte de pénurie de travailleurs, c'est certain. Vous savez, ce chantier de formation professionnelle-là, il n'est pas désincarné. Il fait partie d'un grand tout pour améliorer notre diplomation et notre qualification. Et il est essentiel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et on sait qu'on a besoin de gens, oui, qui vont au cégep, des gens qui vont à l'université. On a besoin des gens qui ont un doctorat, une maîtrise, un bac, des gens qui ont un diplôme préuniversitaire, des gens qui ont une technique collégiale, mais aussi on a besoin de gens qui ont une qualification de formation professionnelle. Et atteindre l'objectif d'avoir un taux de diplomation et qualification de 90 % ça ne se fera pas tout seul. C'est ensemble qu'on va l'atteindre. Oui, le ministère, le gouvernement, on a des devoirs à faire, mais on a des devoirs à faire ensemble et on va atteindre cet objectif de 90 % ensemble grâce à vous, gens de la communauté d'affaires. Je vous tends la main aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci. En normal, dans une salle, c'est le moment des applaudissements. Le temps que je me rende à vous pour l'échange. Alors, si vous voulez plutôt vous rendre à moi. J'ai quelques questions. On a un peu de temps. Je vais commencer par une question philosophique. Moi, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, les jeunes, on leur demande presque d'aller à l'école comme si ça allait de soi. Puis je me suis dit, la pandémie qui a amené des jeunes à faire du télétravail, du téléapprentissage, et pendant un certain temps, on va se le dire au début, là, c'était un petit peu bancal. Ça s'est fait rapidement. Je me suis dit, il y a un risque que les jeunes perdent le sens de l'apprentissage, perdent le sens de c'est quoi aller à l'école. Oui, on y va pour ses amis, oui, on y va parce qu'on a des activités, mais on y va aussi pour apprendre. Pensez-vous qu'on a un chantier devant nous pour rétablir le sens d'apprendre? Pourquoi on va à l'école? Pourquoi on y va quand on a 11 ans? Pourquoi on y va quand on a 14 ans? Au-delà de dire ne décrochez pas, qui est de dire continuez à ce moment-là, mais le grand chantier, c'est quoi l'importance de l'éducation pour l'humain dans notre société? Bien, je trouve ça intéressant comme question parce que on travaille fort pour la persévérance scolaire. On travaille fort pour rendre un peu l'école ludique. On le fait en s'assurant que nos jeunes aient des récréations, bien sûr, c'est une évidence. On le fait en investissant dans le parascolaire. Mais en même temps, c'est très important, mais c'est à côté.
On veut que nos jeunes apprennent, on veut que nos jeunes apprennent à apprendre. Puis, il y a quelque chose de beau aussi à apprendre de manière désintéressée. Il y a quelque chose de beau à apprendre à faire un effort et à se détacher un peu de la question de « ça me donne quoi, ça? Est-ce que moi, j'en aurais pas besoin de mes maths ou j'en aurais pas besoin de ma chimie ou de ma physique? » Alors que, en réalité, on doit éveiller nos jeunes, on appelle ça les humanités des fois, c'est-à-dire à s'ouvrir sur des mondes de connaissances. Et il y a quelque chose de grand là-dedans. Et donc, on doit valoriser tous ensemble la mission fondamentale de l'éveil puis de la culture générale. Très bien. En fait, je voulais vous poser la question parce que j'ai l'impression que c'est un chantier, en tout cas, que moi, j'ai envie d'entreprendre, qui est d'amener un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que le milieu des affaires, on se fait souvent accuser d'être presque utilitariste quand on parle d'éducation ou de formation, comme si le milieu des affaires ne se préoccupait que de savoir si ça va servir à mon entreprise. C'est presque le pendant de ça va me donner quoi, mes maths ou ma chimie. Ouais. C'est comme si le milieu des affaires, on l'accuse souvent de dire ça donne quoi des humanités, alors que moi, je peux vous dire que dans le milieu des affaires, beaucoup de gens se disent ce qu'on veut, c'est des bonnes têtes. Puis des bonnes têtes, vous l'avez dit, c'est d'avoir envie d'apprendre, d'avoir de la curiosité. Et ça, c'est pas juste donc d'apprendre parce que ça nous donne des choses, mais d'apprendre parce que quelque part, apprendre, c'est agréable. Plus on en sait, mieux c'est. Ça me fait penser un peu aux arts. Il y a des sièges sociaux à Montréal parce qu'il y a le quartier des spectacles, parce qu'il y a l'OSM. On pourrait dire, ben là, non, nous autres, on veut de la productivité. Voyons donc, on pourrait mettre des tours à bureau à la place de la nouvelle salle de l'OSM. Ce serait une erreur fondamentale parce que on aime la culture, on aime l'ouverture, on aime le beau. Et c'est le beau qui amène aussi la productivité, qui amène aussi une vie épanouie. Hein? On dit une vie belle ou une belle vie, là, disent les grands philosophes, mais je pense qu'il faut aller vers ça. Parlons aussi de cette pandémie. Là, je parlais peut-être de la perte de sens, ou en tout cas de la nécessité de réaffirmer le sens de l'apprentissage. Revenons sur un autre élément de cette pandémie. Le milieu des affaires a beaucoup découvert le télétravail, a beaucoup reçu des signaux de la part des employés qu'on doit chercher maintenant des nouveaux modèles hybrides. Et donc, la question s'est posée. Il y a eu beaucoup de critiques sur le téléenseignement. Qu'est-ce qu'on en garderait du téléenseignement? Est-ce que, quelque part, la conclusion de cette grande expérience collective, c'est que finalement, les jeunes, ça se passe ensemble à l'école? Est-ce qu'on garde certains éléments du téléenseignement, notamment peut-être en région? Mais je voulais vous entendre là-dessus parce que ça va venir vite. Là, on va, vous le disiez, on va sortir normalement de cette période de pandémie. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces jeunes qui ont quand même, de la maison, utilisé leurs ordinateurs pour faire certains travaux, apprendre certaines choses? Comment vous voyez la suite des choses? Bien, il ne faudra pas évacuer tout ça. Moi, il y a deux mots que j'aime pas, là, c'est toujours puis jamais. D'habitude, quand on est dans les extrêmes, on se trompe. Faire du téléenseignement plusieurs jours, plusieurs semaines de suite, on le fait parce qu'on était obligé. C'est certainement pas un choix. Maintenant, est-ce que des fois, c'est possible de le faire? Est-ce que c'est utile de le faire pour des jeunes qui vivent des moments spécifiques, des jeunes qui sont hospitalisés, des jeunes qui vivent des deuils? Je pense qu'il va falloir garder quelque chose, définitivement, de ça. Et j'ai parlé avec plusieurs dirigeants scolaires aussi dans le Grand Nord ou dans des milieux isolés où on n'a pas la masse critique. Secondaire 4 et 5, là, il y a des options qui s'offrent à nos jeunes, des cours de chimie, de sciences. Il y avait des écoles secondaires où on n'avait pas la masse critique. Il y avait juste 3-4 élèves qui voulaient aller en chimie ou sciences, maths fortes. On n'avait pas ce qu'il fallait. Est-ce qu'on est capable de les installer dans une classe, faire du téléenseignement juste pour cette matière-là, pour regrouper des élèves de 2-3 écoles secondaires? Vous savez, au Québec, il y a certaines écoles secondaires qui ont 150 élèves. Là. C'est pas partout comme dans le Grand Montréal. Donc, on est capable d'utiliser ce qu'on a acquis, les compétences qu'on a acquises, le matériel informatique, pour répondre à des besoins auxquels on ne répondait pas. En tout cas, auxquels on ne répondait pas bien avant la pandémie. Et, en fait, les gens ont souvent dit, le pire dans la vie, c'est quand on gaspille une crise. Bien, alors, gaspillons pas tous ces apprentissages de cette crise. C'est ça. Parlons d'un dossier qui est délicat, là, c'est le fameux décrochage scolaire purement quantitativement. Pendant des années, on avait des chiffres qui nous montraient qu'on progressait dans la bonne direction. Il y avait un effort collectif. C'est quoi l'état du décrochage scolaire à ce moment-ci? On a monté encore légèrement. En 10-15 ans, on a réduit notre taux de décrochage de presque 10 %. C'est quand même très bon.
Pendant la pandémie, on a eu peur d'avoir une hausse du décrochage. On a vraiment eu peur d'avoir un recul. Bon, avec le téléenseignement, avec la perte de contact, moins de services directs aux élèves en difficulté. Et on s'est maintenu. Je vous dirais qu'on ne s'est pas amélioré, mais on a tenu bon. Okay. Donc ça, Donc, je trouve les ça chiffres encourageant. qu'on a actuellement nous disent qu'on est à peu près comme en 2019? On est à peu près comme en 2019. Je vous dirais même que les derniers chiffres de juin dernier étaient un peu supérieurs. On a diplômé légèrement davantage. C'est une stabilisation, mais on avait quand même quelques dixièmes de points supérieurs. Donc, on n'a pas reculé en temps de crise. On s'est consolidé. Je pense qu'après la crise, on va être capable de se redonner un nouvel élan parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même posé des gestes positifs avant et pendant la crise qui nous permettent d'espérer qu'on va diplômer encore plus d'élèves dans les prochaines années. Parlons du rôle des entreprises un peu, justement, face au décrochage scolaire. Le grand paradoxe, c'est que les entreprises veulent des talents bien formés, mais quand on est en pénurie de main-d'œuvre, ça amène les entreprises à avoir des besoins où c'est très demandant pour des entreprises, des PME, de dire non, embauche-le pas, là, même si tu vas refuser des contrats parce qu'il n'y a pas son diplôme. Là, vous avez parlé de cet engagement qu'on veut que les entreprises prennent. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On voudrait que les entreprises disent « je vais t'embaucher, mais ton horaire va te permettre de poursuivre tes cours. » Est-ce qu'à la fin, j'ai une exigence qu'il faut que tu les passes, tes cours? Est-ce qu'à la fin, ton emploi va dépendre de ce que tu as réussi à avoir ton diplôme? Comment vous voyez l'engagement des entreprises pour inciter l'élève, l'étudiant, à poursuivre jusqu'à son diplôme? Bien, je pense que la charte, on l'a conçue en table ronde. Il y avait hier, il y avait dirigeants de métro, de la Caisse des Jardins, 2 grands employeurs, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres très grands employeurs de tous les secteurs. Ça n'a pas été fait de manière désincarnée simplement par le ministère. Donc, quand on inclut dans la charte l'idée d'adapter l'horaire, oui, et même de l'adapter en fonction de la session. Hein? Vous savez, des fois, en début de session, on a peut-être un peu plus de temps pour travailler. À la mi-session, à la fin de session, pour les jeunes au collégial, à l'université, peut-être permettre à nos jeunes d'avoir un peu plus de temps. Mais dans la charte, il y a aussi des choses un peu qualitatives, c'est-à-dire d'être un leader positif, d'encourager notre jeune. Oui, il y a, le nombre d'heures par semaine, mais il y a aussi un intérêt de dire comment ça va, est-ce que tu te réorientes, est-ce que tu veux aller jusqu'au bout, tu ne veux pas aller jusqu'au bout, pourquoi? Je veux m'asseoir 10 minutes avec toi comme chef d'entreprise pour te raconter mon parcours scolaire. On n'a pas tous des lignes droites, puis probablement que beaucoup de dirigeants qui nous écoutent n'ont pas tous une ligne droite, d'expliquer aux jeunes qu'on peut relativiser un pas de recul, une difficulté. C'est ça aussi, être un leader. Moi-même, je l'ai souvent dit, c'est connu, j'ai été drop-out, j'ai jamais terminé mon cégep. Je suis entré à l'université comme étudiant adulte, et puis finalement, ça a bien été. Donc, je témoigne beaucoup de cette importance, à un moment donné, de sentir qu'on peut raccrocher et que le milieu nous encourage à le faire. J'aimerais qu'on parle, on a parlé rapidement du décrochage scolaire en période de pandémie. Parlons de santé mentale un peu de nos jeunes. Il y a eu des jeunes qui, de toute évidence, avaient des besoins avant la pandémie, puis durant la pandémie, des ressources sont devenues plus difficiles à obtenir, des fois pas du tout. Et on a d'autres problématiques qui sont développées en période de pandémie, l'isolement, peut-être des fois la perte de contact avec ces groupes de référence. Comment vous voyez la situation? Est-ce qu'il y a un chantier additionnel avec des budgets additionnels? Puis je sais que les ressources humaines sont rares, mais liés à tous ces dommages que la pandémie a créés. Puis un petit peu, des fois, quand on a un traumatisme, c'est pas sur ce moment-là qu'on le découvre, c'est peut-être 1 an après ou 6 mois après. Comment vous voyez le chantier de la santé mentale chez nos jeunes par le biais des écoles? Je pense que c'est du long terme. Il ne faut pas penser que si on investit 50 millions en avril, mai, juin, ça va être terminé. C'est fini, là. C'est pas un verre qui est cassé, on met un peu de crazy glue, c'est réparé, là. C'est des processus, des fois, de reconstruction. Puis, effectivement, il peut même avoir eu des traumatismes, des fragilités chez certaines personnes qui ne se manifestent pas encore, qui vont se manifester en septembre, en octobre prochain, alors que, souhaitons-le, on n'aura plus ces contraintes sanitaires-là. Puis, il ne faudra pas regarder le jeune qui a besoin d'aide en octobre en disant « Voyons donc, là, il n'y en a plus de pandémie, comme tes nerfs. » Il faut faire ça sur du long terme. Donc, oui, on a des budgets sur du moyen et long terme. On a fait en avril 2021, donc il y a un peu moins d'1 an, un grand rendez-vous, plus de 60 personnes, des experts en santé mentale, des experts du réseau scolaire,
qui nous ont amenés à déposer un plan de 110 millions. C'est un plan de 110 millions qui inclut des mesures d'aide à la santé mentale et qui s'étire sur plusieurs années. Je vais faire un parallèle avec les entreprises privées quand elles sont confrontées à des problèmes d'embauche, des pénuries de main-d'œuvre. Depuis plusieurs années, elles se tournent beaucoup vers l'immigration et à travers des organisations comme Montréal International, Québec International, vont à l'étranger, tiennent littéralement des sessions d'information pour recruter. C'est presque du speed dating. Vous, comme employeur, le gouvernement, vous avez tous ces besoins dans le domaine de l'éducation, toutes ces carences simplement en candidats pour tous ces besoins-là. Est-ce que vous avez une vision d'un recrutement très intensif à l'international pour aller compenser tous ces besoins qu'on a de la difficulté à combler ici avec les gens, tout simplement parce qu'on est dans cette pénurie généralisée? Ah oui. On en faisait avant la pandémie, mais attention de la pandémie, parlons de la pénurie. Oui, il y a des initiatives de recrutement à l'international. Le ministère lui-même, le gouvernement n'est pas l'employeur. Ce sont les centres de services scolaires, mais on travaille avec eux. On les aide à se mettre à se coordonner pour aller à des salons de l'emploi à l'international pour attirer des talents. Puis j'ai moi-même parlé à des nouveaux enseignants là, qui arrivaient, puis qui s'installaient, puis qui prenaient leur repère là, au Québec. Donc, on le fait, puis on va le faire encore plus. Le recrutement international, c'est une des solutions qu'on met de l'avant en éducation. Souvent, on sait que la retombée va être énorme si on est capable d'embaucher 2, 3, 4 ressources, mais ça nécessite un investissement initial. Puis moi, je le vois de la part d'entreprises qui mettent en place un budget pour littéralement y aller. Une institution scolaire qui a besoin de sous pour aller poser ce geste-là, est-ce qu'elle a une capacité de financer ces gestes initiaux-là? Comment ça se finance, cette action-là? Absolument. On a des budgets qui sont là depuis... C'est pas nouveau de cette année, là, ça fait quelques années. On les aide, on les accompagne. Il y aura un budget bientôt qui sera déposé par mon ami Éric Girard, le ministre des Finances. On verra d'autres mesures d'aide au recrutement, de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est trois choses. Hein. C'est attraction, rétention, puis démarchage, même, pour aller chercher à l'international. Mais il y a aussi des gens qui sont en réorientation de carrière qui, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, deviennent enseignants. Et ça, on a travaillé fort sur ce chantier-là pour valoriser le talent québécois en créant de nouvelles formations pour permettre de devenir enseignant sans quitter son emploi, faire 4 ans à temps plein d'université avec des maîtrises qualifiantes, en alternant justement travail et études, comme on en parlait tantôt. Là, je vais vous amener dans un sujet qui est toujours délicat, mais il faut l'aborder quand même. Moi, j'entends beaucoup parler au gouvernement quand je dis que les entreprises ont des pénuries de main-d'œuvre, puis il faut augmenter les seuils d'immigration, puis ça. Une partie de la réponse, c'est toujours de dire, mais Michel, il faut que les entreprises augmentent la productivité de leurs employés. Puis ça veut souvent dire investir en technologie, ça veut dire investir en applications, peut-être numériques, et ça veut éventuellement aussi dire, j'investis en formation, mais l'objectif étant de dire, oui, on a besoin de plus de gens, mais on a peut-être besoin de gens qui sont capables d'en faire plus. En éducation, c'est un sujet très délicat parce qu'en faire plus, ça veut souvent dire des classes plus grandes ou, dans le fond, il y a une résistance à ce concept d'augmenter la productivité d'un professeur. C'est délicat, mais est-ce qu'il y a des gestes quand même qu'on pourrait poser pour réduire la pression sur le nombre de ressources dont on a besoin? Ça peut être de libérer des dollars qui sont présentement dans l'administratif, ça peut peut-être être de libérer d'autres ressources, mais est-ce que vous avez une augmentation de la productivité dans votre écran radar, ou vous dites là-dessus, on ne touche pas à ça? Bien, je ne vous dirais pas augmenter la productivité des professeurs en augmentant le nombre d'élèves par classe, mais il y a en éducation ce qu'on appelle l'effet enseignant. C'est déterminant dans la persévérance scolaire, dans la diplomation, l'effet enseignant. Et on a travaillé là-dessus. On a inscrit dans la loi sur l'instruction publique, maintenant, une formation obligatoire continue pour les enseignants tout le long de la carrière. Maintenant, il faut leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent se former davantage. Mais on le fait avec les universités, puis on le fait en facilitant cette formation continue-là, puis en travaillant sur ce qu'on appelle les domaines de formation, genre dans un terme technique, là, mais pour que les universités revoient leur manière de faire de la formation initiale et de la formation continue. C'est comme ça qu'on améliore l'effet enseignant. C'est quoi l'effet enseignant? L'effet enseignant, c'est de démontrer que les gestes posés par les enseignants
ont une incidence directe sur la motivation des élèves et la diplomation. Bien sûr, il y a l'indice de milieu socio-économique, bien sûr, il y a la motivation de l'élève lui-même, bien sûr, il y a des facilités de l'élève, mais on sait bien que des enseignants contents d'être là, bien appuyés par le gouvernement, par leur direction d'école, bien formés, permettent à plus d'élèves de se rendre au bout de leur parcours. Toujours, puis là, regardons pas la productivité, c'est pas le bon mot, mais parlons de l'innovation. On a un gouvernement, puis le ministre Fitzgibbon, le premier ministre, parle souvent de la nécessité qu'on va avoir d'innover. Et dans le milieu de l'éducation, l'innovation, ça fait partie, je pense, d'une valeur importante. Il y a eu un projet de l'ABécole. Il y a eu un projet qui avait pour vision de dire on va transformer le concept de l'école physique. Ça incluait des individus qui avaient des compétences qu'on voulait mettre en évidence. Et si je ne m'abuse, en tout cas, j'ai entendu dire que ça n'a pas marché. Quelle est votre évaluation? C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce qu'on en retient de cette initiative l'ABécole? Et dans votre esprit, ça a marché? Oui, bien moi, je vous remercie, les trois initiateurs, d'être allés voir le ministre précédent, Sébastien Proulx, le gouvernement précédent, en lui proposant ceci. Puis, ça aurait été facile, là, comme nouveau ministre, nouveau gouvernement, de dire oh, c'est une affaire de l'autre gouvernement, on tasse ça. Je pense qu'on aurait levé le nez sur des gens qui veulent contribuer, puis des gens qui ont travaillé fort à rassembler. Donc, on a continué de les accompagner. On a travaillé avec eux, puis on s'est inspiré de ce que fait le l'ABécole pour concevoir la nouvelle génération d'écoles. Donc, ça le dit, c'est un laboratoire qui est intéressant. Puis un laboratoire, ça crée des prototypes. Hein, mais vous savez, tous les véhicules de série qu'on voit, les véhicules électriques de plus en plus abordables là, qui s'en viennent, c'est à cause des prototypes des années passées. Donc, il ne faut pas fermer les laboratoires. Je pense que c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on retient? Ou si vous disiez, il y a des choses qu'on a apprises ou qu'on a changées, qu'est-ce qu'on a changé? Puis je ne veux pas dire ça, ça dépend de l'ABécole, mais si on se dit on a innové depuis 2-3 ans dans certains concepts qui sont en lien avec le projet de l'ABécole, qu'est-ce qu'on a changé? Bien, on a travaillé avec eux sur leur façon de faire. Maintenant, quand on annonce une nouvelle école, même dans la manière de le concevoir, il y a beaucoup plus de travail d'équipe. Les centres de services scolaires impliquent davantage les directions d'école, les enseignants dans la conception des nouvelles écoles, plus un travail d'équipe. On ne conçoit plus juste des bâtiments avec des métriques, des mètres carrés. On pense à la nouvelle pédagogie, on pense à avoir des lieux de collaboration, des lieux d'apprentissage où les élèves des différentes classes se mélangent. On pense davantage à faire entrer la lumière naturelle. C'est bien beau d'avoir une classe qui est bien éclairée, bien ventilée, mais la lumière du soleil, c'est différent de la lumière des néons. C'est des apprentissages qu'on a tirés à la fois des travaux qu'on a faits. J'ai moi-même rencontré beaucoup d'ingénieurs et d'architectes, mais aussi de ce que le lab a apporté. Donc, moi, je suis ouvert à la créativité, puis je trouve ça intéressant quand des gens, à l'extérieur du milieu scolaire, veulent contribuer. Trop souvent, on dit aux gens, je vous tends la main, puis quand la personne veut contribuer, on dit, ah, t'es pas un expert. Non, non, moi, quand je tends la main, j'accepte la contribution des gens de l'extérieur du réseau. Il faut être ouvert. Ah, en tout cas, je peux vous dire que dans le milieu des affaires, souvent, quand on veut provoquer des solutions inédites, on va faire appel à des gens qui sont de l'extérieur de notre cercle d'experts, qui vont arriver avec des idées out of the box, out of the blue, en tout cas des idées qui n'étaient pas facilement imaginables par les experts qui ont toujours pensé d'une certaine façon. Donc, moi, je peux vous dire que dans le milieu des affaires, ça avait été bien vu, cette idée de dire on va demander à des gens qui arrivent d'angles différents de réfléchir à l'école et d'arriver avec des propositions. À condition, justement, que les gens de l'extérieur de la boîte collaborent avec les gens à l'interne. Et ça s'est fait. Parce que c'est sûr que si l'ABécole avait travaillé tout seul dans son laboratoire, ça aurait été un échec. Oui. Mais il y a eu des consultations avec des parents, puis on le fait aussi de cette manière-là, des parents, des enseignants, bien sûr, et tout le personnel. C'est comme ça qu'on doit le faire. Okay. Je vais vous amener sur un sujet dont on a déjà discuté dans le passé, qui est que il y a des quartiers, puis là, notamment dans des grands centres urbains comme Montréal, il y a des quartiers qui sont appelés à se développer, puis pendant très longtemps, c'est des quartiers où il y avait peu d'habitants. On peut penser, par exemple, au sud-ouest, Griffintown. Maintenant, il va y avoir le quartier du Havre, Bassin-Pile. On peut penser Angus, qui s'est développé pendant plusieurs années. On peut penser autour de l'usine Molson, dans l'est de l'île. Et souvent, une critique qu'on entend, c'est qu'on planifie dans ces quartiers du développement
d'habitation, on ne planifie pas assez en amont du développement de services publics. Et donc, beaucoup de critiques qui ont été faites jadis, c'est, par exemple, Griffintown, où sont les écoles dans Griffintown si on veut y attirer des familles? Ce qui amène parfois des gens à dire, donc, ça va prendre des promoteurs qui voient d'avance la population, ils vont développer de l'habitation et qui s'engageraient à réserver des terrains, collaborer avec le gouvernement pour dire ça va prendre des écoles, ça va prendre des services publics. Et je vous dirais, les critiques que moi j'entends, c'est que c'est pas facile. Et qu'à un moment donné, ça amène les promoteurs à dire, sais-tu, je vais faire mes projets d'habitation, puis des terrains pour les écoles, bien, ils s'arrangeront. Comment on peut sortir de cette perception que c'est pas facile quand on planifie en milieu densément urbain, là, tout à coup, des projets d'habitation qui vont amener des élèves éventuellement, mais que dès le départ, on planifie puis qu'on organise la construction d'écoles? Bien, je pense que cette perception-là, elle est issue de la manière qu'on avait de faire les choses pendant des décennies. On est en train de changer. En fait, on a changé cette manière-là en changeant la loi sur l'instruction publique. Quand on a changé la gouvernance, on a aussi inclus à l'intérieur de la loi une nouvelle façon de concevoir la planification. Maintenant, c'est obligatoire pour les centres de services scolaires et les municipalités de se rencontrer et de penser le développement ensemble. Avant, là, on travaillait en silo. Là. Il y avait la municipalité, puis il y avait les commissions scolaires à l'époque, et après ça, une demandait à l'autre. Toujours une qui était dans la posture de demander, l'autre qui pouvait dire oui, dire non, puis il se créait des fois des animosités. Là, on n'est plus là. On planifie, et c'est vraiment inclus dans la loi, la planification domiciliaire et la planification de la répartition des élèves doit être faite en amont. Donc, on va récolter les fruits de ces pépins de pommes dans quelques années parce que c'est un changement qu'on a maintenant opéré. Mais vous comprenez que ça ne se matérialise pas dans les 6 premiers mois. Si j'étais votre conseiller politique dans votre équipe, je vous dirais, puis je remarquerais que vous avez dit, je pense que c'est une avancée, maintenant les commissions scolaires et les municipalités doivent s'asseoir, c'est dans la loi, et planifier. Moi, je vous dirais, ajoutez donc les promoteurs privés. Dans cette planification, c'est comme si vous disiez, c'est les municipalités puis c'est les commissions scolaires. Moi, je vous dis, il y a des promoteurs qui devraient peut-être être intégrés. Ils ont des gros terrains, ils ont des grands projets. Ils vont avoir une incidence très marquée sur la rapidité avec laquelle les projections de population vont se matérialiser, qui va être attiré là. Moi, je pense qu'en les intégrant, on aurait peut-être des meilleurs résultats. Donc, s'il y a des conseillers politiques qui veulent creuser ça, puis vous arrivez avec des recommandations... Ou si vous voulez devenir conseiller politique... Ah, savez-vous, la politique, ça m'intéresse, mais de l'extérieur. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, l'idée de rajouter ce troisième pouvoir-là, le développeur, le promoteur. À la limite, ça ne donne pas ce qu'on voulait. Bon, bien, on se dit, OK, les commissions scolaires puis la municipalité vont s'entendre, mais possiblement qu'il y a des solutions innovatrices qui émergeraient puis qui permettraient de répondre aux besoins dès le départ et non pas des années plus tard. J'ai plein de questions. Je vois que le temps arrive à la fin. Je vous dirais, j'avais une question pour vous. J'ai commencé avec une question philosophique. Je finirai avec une autre question philosophique. Dans le milieu des affaires, souvent, une chose qu'on essaie, c'est d'innover, mais une autre chose que moi, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est de dire, essayons d'être au courant et d'adopter les innovations qui sont performantes ailleurs. Donc, réinventons pas le bouton à 4 trous nous-mêmes sous prétexte qu'on devrait le faire localement. Je voulais vous poser la question, quand vous regardez les systèmes d'éducation à l'étranger, qu'est-ce qui vous inspire? Le système finlandais, comment ça se passe en France, comment ça se passe ailleurs? Si on se dit des systèmes qui sont performants et desquels on devrait s'inspirer, quelle est votre inspiration internationale? J'adore cette question-là. En début de mandat, je suis allé à New York et en Ontario pour voir ce qu'ils font au préscolaire. Ils étaient en avance sur nous. L'Ontario, ça fait plus de 10 ans qu'il y avait la maternelle 4 ans. Je suis allé visiter des écoles, parler des directions d'école, à des conseillers pédagogiques, parler aux professeurs d'université qui forment les gens. Puis on s'est inspiré d'eux. C'est pas un laboratoire qu'on fait avec nos jeunes, avec le maternelle 4 ans. Là. On implante quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, en France, aux États-Unis, chez nos voisins ontariens. Donc ça, on l'a fait. Et là, ce nouvel élan, là, ce chantier qu'on veut se donner ensemble, c'est sur la formation professionnelle. Et là, je regarde beaucoup le modèle allemand. C'est vraiment le modèle allemand. Beaucoup de personnes l'ont dit avant nous, mais là, on va le faire. Puis on va regarder ce qu'ils font. Puis j'ai moi-même des conversations avec les gens qui étaient en Bavière depuis un certain temps. Donc, on va se mettre à la page. Ma question n'était pas plantée, mais je vais simplement vous dire que quand vous allez examiner le modèle allemand, vous allez vous apercevoir que le grand champion
qui facilite les stages et le lien entre les stages et le milieu de l'éducation et qui valide la qualité des stages, ce sont les chambres de commerce. Absolument. Alors, je veux juste vous dire, on pourrait travailler ensemble, déployer ça sur le territoire et je pense que ça pourrait nous amener les résultats qu'on espère. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Merci il y a une élection qui s'en vient. Alors, je ne peux pas vous promettre, vous, l'année prochaine. Ça va dépendre des Québécois et de votre décision. Mais c'est un plaisir de vous recevoir à chaque année. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là.